Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous dévoiler un petit peu la meilleure stratégie pour en finir avec les ballonnements et autres troubles digestifs. En tout cas, je vais vous partager ce qui m'a vraiment aidé à soulager mes troubles digestifs et à trouver des solutions. Je trouvais important de faire cet épisode, même si je vous ai déjà un petit peu dit dans des épisodes précédents, voilà un peu les clés qui m'avaient aidé à vraiment trouver des solutions pour les troubles digestifs. Mais c'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Les gens me demandent un petit peu, mais toi concrètement, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à soulager tes troubles digestifs ou voilà, ils me disent, mais aujourd'hui concrètement, enfin t'en es où? Est-ce que vraiment on peut trouver des solutions? Donc voilà, c'est quand même un point qui est important. Et puis surtout, il y a une chose que j'aime bien faire aussi pour essayer de vous délivrer un peu le contenu le plus pertinent, c'est de me dire, imaginons, ma meilleure amie venait me voir demain et me disait « Écoute, je n'en peux plus de mes troubles digestifs, est-ce que tu peux m'aider? Qu'est-ce que je dois faire? Par quoi je commence? C'est quoi le... Voilà, donne-moi un plan d'action, j'ai besoin de savoir un petit peu quoi faire pour vraiment m'en sortir. » Vous voyez, pour rendre les choses un petit peu concrètes. Donc c'est vraiment ce que je me suis demandé avant de vous enregistrer cet épisode. Donc si je devais résumer assez simplement ce qui m'a vraiment aidé à trouver des solutions à mes troubles digestifs, eh bien je dirais que c'est finalement assez simple et pas non plus si simple, mais c'est vraiment de comprendre comment fonctionne le système digestif. De comprendre aussi ce qui influence la digestion et de comprendre qu'il n'y a pas que l'alimentation, de réussir aussi à démêler le vrai du faux dans ce qu'on trouve partout sur internet, parce qu'on entend énormément de choses et c'est pas évident de s'y retrouver, de comprendre aussi pourquoi j'avais tel ou tel symptôme et que c'était pas juste un peu une espèce de fatalité de ah mais c'est pas de chance, voilà, vous avez juste un syndrome de l'intestin irritable madame et on peut pas y faire grand chose. Voilà, vraiment de comprendre, ok j'ai tel symptôme, mais d'où est-ce que ça peut venir? Pourquoi j'ai tel symptôme? C'est où en fait, où se situe le problème? Qu'est-ce qui a vraiment pu dysfonctionner? Et ensuite la cerise sur le gâteau, c'est vraiment de faire des analyses pour y voir plus clair. C'est vraiment un peu la clé, je dirais, derrière tout ça, c'est vraiment la compréhension pour aussi reprendre un petit peu le pouvoir, j'ai envie de dire presque sur mes troubles digestifs et en tout cas ne pas rester juste passive à me dire ah mais là j'ai mal au ventre, bon bah j'y peux rien à part me demander mince qu'est-ce que j'ai mangé qui est pas passé, voilà non vraiment pouvoir comprendre, me dire ok là j'ai mal au ventre potentiellement peut-être parce que c'est ça, parce que c'est ça, parce que c'est ça et en fonction du coup bah savoir aussi quoi faire bien évidemment. Et évidemment, c'est exactement sur ces points-là que je me suis aussi basée pour créer la formation Digestion Facile, dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans ce podcast, qui est vraiment la formation pour toutes les personnes qui ont des troubles digestifs et qui souhaitent mieux comprendre ce qui se cache derrière pour trouver de vraies solutions. Je me suis vraiment demandé pour créer cette formation ce qui, encore une fois, m'avait moi concrètement aidé à retrouver une digestion sereine. Ce que je dirais à ma meilleure amie par exemple si elle venait me voir demain en me disant aide-moi, j'ai besoin d'un plan d'action, là vraiment je sais plus quoi faire, et je lui donnerais pas juste bah tiens prends tel probiotique ou fais tel truc et ça ira mieux. Je l'aiderais vraiment justement à comprendre en fait, parce que je trouve que la compréhension c'est vraiment le pouvoir en fait, c'est vraiment pouvoir redevenir acteur de sa santé et redevenir acteur de son bien-être. Et puis je me suis aussi basée pour cette formation sur aussi ce qui a aidé le plus tous les clients que j'ai vus en consultation, et il y en a maintenant un bon paquet. Donc je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui les avait le plus aidés, qu'est-ce qui avait eu le plus d'impact sur eux,
Et vraiment, à chaque fois, c'est la compréhension. C'est quand vraiment les gens, je leur explique quelque chose, je leur dis, ben là, vous voyez, vous avez tel symptôme, c'est peut-être parce que il se passe ça. Vous voyez, il y a aussi ça qui nous y fait penser, etc. Et là, je vois leurs yeux s'écarquiller et ils me disent, ah, mais c'est pas dans ma tête, en fait. Ah, mais je comprends. Donc, en fait, factuellement, il y a une raison pour laquelle j'ai tel symptôme. C'est pas juste, il va falloir apprendre à vivre avec toute votre vie, en fait. Et ça, pour moi, c'est le plus précieux des cadeaux. Parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a permis déjà de retrouver espoir, de me dire, en fait, il y a des solutions, c'est pas juste une fatalité d'avoir mal au ventre, d'avoir des ballonnements, d'avoir des troubles digestifs divers et variés, c'est pas une fatalité, il existe des solutions, et surtout, ma petite cocotte, maintenant que t'as compris, tu sais comment les trouver, les solutions. Peut-être tu vas avoir besoin de te faire accompagner, parce qu'il y a des choses que tu peux pas faire toute seule, et ça c'est tout à fait ok. Moi je suis pour se faire accompagner, moi je passe ma vie à aller voir différents coachs, thérapeutes, etc., parce que j'adore ça, et je vois à quel point ça me permet d'aller aussi plus loin et plus vite. Mais déjà le fait de comprendre à la base pourquoi j'ai tel problème, ça rend beaucoup plus acteur aussi, je trouve, de sa santé. On n'est pas juste passif à attendre que quelqu'un nous dise, un peu comme quand on va chez le médecin, on attend qu'il nous dise vous avez telle maladie, vous avez tel truc, tel virus, tel machin, je vous donne tel médicament. Là c'est pas je vous donne tel médicament, mais c'est de comprendre soi-même pourquoi on a telle chose et de pas juste attendre passivement qu'un médecin ou un thérapeute nous donne un peu la sentence et nous explique ce qui nous arrive, dans le meilleur des cas. Mais voilà, c'est vraiment de comprendre soi-même pour avoir ensuite les clés et de se dire ok, je comprends, donc si le problème il vient de là, au moins je sais quoi faire ensuite et je redeviens un peu acteur de tout ça. Et ça pour moi c'est vraiment hyper important. Donc si je reprends un petit peu en détail les différents points que je vous ai dit, donc pour résumer un petit peu ce qui vraiment m'a aidé à trouver des solutions à mes troubles digestifs, j'ai envie de dire qu'il y a à peu près 5 points. Le premier, c'est de comprendre comment fonctionne le système digestif. Le deuxième, c'est de savoir ce qui influence la digestion et de sortir de ce cadre que c'est uniquement l'alimentation qui va influencer la digestion. Le troisième, c'est de démêler un peu le vrai du faux dans ce qu'on trouve partout sur internet ou ailleurs. Le quatrième, c'est de comprendre pourquoi j'avais tel ou tel symptôme, donc vraiment de décortiquer un petit peu chaque symptôme et de me dire ok, donc ça potentiellement ça vient de là ou ça vient de là. Et le dernier point, c'est de faire des analyses pour avoir un petit peu plus de résultats concrets. Donc si je reviens un petit peu en détail sur tout ça, le premier point, effectivement, c'est de comprendre comment fonctionne le système digestif. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Tout simplement, déjà, c'est de savoir quelles sont les étapes de la digestion. Ça, c'est quand même un truc tout bête, mais je me rends compte que finalement, on n'apprend pas vraiment ça à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, dans mon souvenir lointain de cours de SVT, au collège, je crois. Oui, on a peut-être vu vite fait l'anatomie et peut-être le fonctionnement de la digestion, mais encore, franchement, je me souviens pas vraiment. Et je me rends compte, en fait, je m'en suis rendu compte moi-même en me formant à tout ça, que en fait ça paraît tout bête, on se dit bien sûr qu'on sait comment ça marche la digestion, il y a à peu près, il y a l'estomac, puis après il y a l'intestin, et voilà, il se passe à peu près ça, sauf qu'en fait non, je pense que la grande majorité des personnes, et moi inclus avant de me former à tout ça, je ne savais pas précisément comment fonctionnait la digestion. Alors que c'est quand même la base de la base. Si on a quelque chose qui dysfonctionne chez nous, comment on peut trouver des solutions si on sait même pas comment ça marche ? Ça me paraît quand même un peu c'est comme marcher sur la tête. Enfin, c'est vraiment... Moi, je sais que ça a vraiment été une révélation quand on m'a expliqué de manière physio, anatomie, etc. Qu'est-ce qui se passait concrètement dans la digestion, et sans rentrer forcément dans du médical, sans rentrer dans des trucs hyper précis, hyper compliqués, mais simplement, concrètement, il se passe quoi à chaque étape de la digestion ? Quels sont les acteurs qui sont en jeu ? Quels sont les organes qui sont en jeu ? Quel est leur rôle ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est important ? Et surtout, qu'est-ce qui peut dysfonctionner ? C'est vraiment ça aussi, de se dire, là, potentiellement, attention, point de vigilance. Par exemple, dans l'estomac, on est censé avoir suffisamment d'acidité pour digérer nos petits aliments, et particulièrement les protéines. Or, il se trouve que chez beaucoup de personnes, il y a ce manque d'acidité. Déjà, partant de là, on a une grosse information quand même. On se dit, ah ouais, en fait, l'estomac, effectivement, il peut dysfonctionner, mais dans quel sens ? Est-ce qu'il y a trop d'acidité ? Est-ce qu'il n'y en a pas assez ? Est-ce que, à l'inverse, il y a un manque de quelque chose ? Et ça, on peut le faire vraiment à chaque étape de la digestion. Et souvent, on pense qu'il y a un peu 2 étapes dans la digestion, c'est-à-dire l'estomac et l'intestin. Si on caricature, c'est un peu ça. Or, il y en a beaucoup plus des étapes dans la digestion. Il y a l'étape de la bouche, déjà, celle-ci on l'oublie. Il y a l'étape de l'estomac. Ensuite, il y a l'étape du duodénum, qui est la jonction entre l'estomac et l'intestin grêle. Ensuite, il y a l'étape de l'intestin grêle. Et ensuite, il y a l'étape du côlon, donc le gros intestin, qui est souvent celui qui nous pose quand même un peu plus problème, et sur lequel on se focalise le plus. Mais en fait, chacune de ces étapes est super importante. Et chacune de ces étapes peut effectivement comporter des légères
légers dysfonctionnements qui sont pas forcément graves, mais qui vont engendrer des symptômes. Donc déjà rien que ça, moi je trouve que, quand je me suis formée à tout ça, j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a ouvert les portes de Disneyland, quoi. C'était vraiment genre, ah mais en fait ça marche comme ça, mais pourquoi j'ai attendu tant d'années avant de connaître tout ça? Et déjà rien que ça m'avait donné énormément de clés pour comprendre effectivement un petit peu, ah ouais, donc ok, ça peut dysfonctionner, donc potentiellement ça peut engendrer tel symptôme. Donc déjà rien que ça, honnêtement, moi ça a été un peu la clé. Alors moi j'aime bien effectivement un peu les détails un peu médicaux, etc. J'aime bien rentrer vraiment dans le détail, mais finalement il n'y a pas forcément besoin. On peut déjà, voilà, si je me réfère à ma réflexion de tout à l'heure, de me dire si ma meilleure amie venait me voir demain, je lui expliquerais assez facilement et de manière pas forcément méga scientifique comment fonctionne chaque étape de la digestion. On pourrait l'expliquer aussi très facilement à un enfant de 5 ans en fait. Il y a vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études scientifique pour comprendre ça, quoi. Déjà rien que là, on peut déjà avoir beaucoup d'informations. Ensuite, point numéro 2 qui m'a vraiment aidé à trouver des solutions, c'est de comprendre effectivement ce qui influence la digestion. Je vous l'ai dit déjà en introduction, mais c'est vrai que souvent, par rapport à ce qui influence la digestion, on pense en premier à l'alimentation. On se dit en général que c'est ce que l'on mange qui va déterminer la qualité de notre digestion. Mais en fait, il y a énormément d'autres facteurs qui influencent la digestion. Il n'y a pas que l'alimentation. Bien sûr que l'alimentation va jouer un rôle, bien sûr, et si on mange des choses qui sont pas adaptées à nous ou qui sont pas très bonnes pour la santé par exemple, il se peut clairement qu'on ait une digestion perturbée, mais il y a énormément d'autres choses qui influencent, et ça c'est pareil, ça a un peu été une révélation pour moi. Je savais quand même qu'il y avait l'état de stress qui influençait la digestion, ça en général on le sait quand même un peu tous, on sait quand on est un peu stressé, on a un peu le ventre qui fait le yo-yo, et bon, ça se passe pas super bien à ce niveau-là. Mais bon, ça restait quand même assez flou pour moi, c'est-à-dire oui, bon, le stress influence, mais pourquoi, comment, voilà. Et finalement, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a énormément d'autres choses. Donc bien sûr, il y a l'alimentation, mais il y a aussi la façon dont on mange, c'est-à-dire déjà la mastication, bien sûr, mais aussi l'environnement dans lequel on est, notre état aussi émotionnel, etc. Bien sûr, notre état de stress, ça c'est indéniable, et quand j'ai compris aussi vraiment concrètement de quelle façon le stress impactait la digestion, c'est devenu beaucoup plus tangible, et donc ça permet beaucoup plus d'agir dessus. Vous voyez, quand il y a un concept qui reste un peu flou, on se dit oui, bon, je sais que ça influence un peu, mais on n'a pas trop envie de se pencher sur la question, parce que ça reste tellement un peu flou, ésotérique. Bon, quand on comprend concrètement, chimiquement dans le corps ce qui se passe, là forcément on a un petit peu plus envie d'intervenir dessus. Il y a aussi la thyroïde qui va influencer la digestion, on n'y pense pas assez, mais notre thyroïde c'est un peu notre tour de contrôle du corps, et si cette thyroïde elle se met à fonctionner un peu trop ou un peu trop peu, eh bien ça va aussi fortement influencer la digestion. Elle va pas influencer que ça, mais ça c'est quand même une chose à laquelle on pense peu, alors que ça concerne quand même beaucoup de personnes. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai complètement découvert en me formant à tout ça, et que je trouve fascinant, parce que ça montre aussi que parfois on se focalise sur le système digestif parce que c'est là où on ressent des symptômes, mais il faut parfois aller regarder à côté finalement. Donc ça c'est quand même un truc je trouve aussi assez génial, et ça ouvre la porte à énormément de pistes, de solutions aussi. Autre chose qui influence la digestion, mais il y a bien sûr l'hygiène de vie. Ça c'est un peu, bon, c'est quelque chose, c'est pareil, on le sait un peu, mais ça reste aussi assez flou, notamment le sommeil, l'activité physique et tout. Oui, on sait que ça influence la santé, bon, et on sait pas trop comment. Quand on comprend vraiment concrètement effectivement comment notre état de sommeil, notre activité physique, toute notre hygiène de vie, ça peut influencer la digestion, c'est pareil, ça donne un petit peu plus envie de se pencher sur la question quand même. Il y a aussi d'autres pathologies bien sûr qui peuvent jouer sur la digestion, principalement des pathologies inflammatoires comme je pense à l'endométriose qui est aussi de manière assez géographiquement située près du système digestif, donc forcément ça va aussi impacter, mais c'est aussi intéressant de comprendre comment ça va impacter, pourquoi, comment, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a aussi bien sûr d'autres pathologies comme les maladies auto-immunes, voilà, il y a beaucoup d'autres maladies qui risquent d'influencer le système digestif, mais c'est pareil, c'est intéressant de savoir comment. Et puis c'est aussi intéressant de savoir qui a influencé qui en premier, parce que on sait aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui naissent dans l'intestin, il y a cette citation d'ailleurs très célèbre qui le dit. Eh bien c'est intéressant aussi de savoir parfois
qu'est-ce qui a pu dysfonctionner dans l'intestin, qui a pu créer un terrain favorable au développement de telle maladie. Donc ça permet aussi de travailler différemment. Voilà, ça aussi c'est un point qui est assez intéressant. Au niveau de ce qui influence la digestion, il y a aussi certains polymorphismes, comme le FUT2, dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais il en existe plein d'autres qui peuvent aussi jouer. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles, si on n'est pas au courant, on peut pas faire grand-chose. Et moi, vous savez, si vous avez écouté mes épisodes sur le FUT2, que c'est vraiment en faisant moi-même des analyses par rapport à ça et en me rendant compte qu'effectivement j'avais un polymorphisme sur le gène du FUT2 et en prenant un complément alimentaire pour le coup qui permet de compenser ce polymorphisme, ça a quand même changé énormément de choses dans ma digestion. Ça, si c'est quelque chose, si je n'avais pas été au courant, je n'aurais jamais pu agir dessus. Donc c'est quand même un point aussi qui est non négligeable. Il peut y avoir bien sûr aussi des carences en micronutriments, ça c'est une chose à laquelle on pense pas forcément, mais par exemple un manque de magnésium tout simplement peut perturber la digestion, mais aussi un manque de certaines vitamines, de certains minéraux, donc tout ça c'est pareil, si on le sait pas, on peut pas du tout envisager cette solution, alors qu'il y a certaines personnes qui finalement, pour lesquelles il suffit de rééquilibrer un petit peu les stocks de vitamines, minéraux, oligo-éléments, et puis tout se remet un petit peu à mieux fonctionner. Ça c'est quand même plutôt génial. Et puis bien sûr, il y a aussi certains médicaments qui peuvent influencer la digestion, mais ça aussi, il faut comprendre derrière lesquels, pourquoi, comment, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que si jamais on doit prendre ces médicaments, parce que l'idée c'est pas de se dire « Ouh là là, je ne prends jamais de médicaments parce que c'est pas bon pour ma santé ou pour ma digestion », il y a certaines situations où on n'a pas le choix, on est obligé de prendre certains médicaments, et c'est ok, et dans ce cas-là, comment on peut faire pour avoir le moins d'effets secondaires possible? C'est quand même intéressant de se poser cette question aussi, et d'essayer de voir comment essayer d'impacter négativement le moins possible sa digestion. C'est quand même quelque chose qui peut servir dans plusieurs occasions notamment. Et puis bien sûr, ce qui influence la digestion, il y a aussi l'état du microbiote. Ça c'est quand même une grosse partie. Moi quand j'ai découvert un petit peu ce qu'était le microbiote, je me souviens encore de la première fois où j'en ai entendu parler. C'était il y a quelques années. Effectivement, ce microbiote là, je me disais mais qu'est-ce que c'est ce microbiote? Le nom est rigolo. Et depuis j'ai quand même, je me suis quand même bien familiarisée avec la question et j'ai bien creusé le sujet, mais c'est fascinant de voir effectivement à quel point l'état de notre microbiote, donc de toutes les petites bactéries et micro-organismes, parce qu'il n'y a pas que des bactéries, présents dans l'intestin, à quel point cet équilibre ou ce déséquilibre peut influencer aussi la digestion, de savoir pareil, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Tout ça, ça a aussi tout changé pour moi, et aujourd'hui j'ai beaucoup plus envie de chouchouter mon microbiote, et surtout je sais comment faire, alors qu'il y a quelques années, je savais même pas que ça existait déjà, ou c'était juste un concept un peu flou, parce qu'aujourd'hui je sais à quel point effectivement ça va vraiment impacter ma digestion, mais aussi mon état physique, mon état émotionnel et ma santé, on va dire, au global. Donc ça c'est quand même pas rien, finalement, c'est un gros morceau. Le troisième point dans ce que je vous disais, donc de démêler un peu le vrai du faux dans ce qu'on trouve partout sur internet. C'est vrai que internet c'est génial parce qu'on trouve tout ce qu'on veut, on trouve énormément d'infos et vraiment moi j'adore parce que moi qui suis fan d'apprentissage etc. C'est vraiment une mine d'or, mais il est vrai qu'on entend tout et son contraire sur internet, mais aussi d'ailleurs dans les bouquins, dans tout le contenu qui est un peu disponible. Donc comment savoir ce qui est bon pour nous? Le problème c'est que souvent ce qu'on trouve effectivement de disponible sur internet ou ailleurs, ce sont un peu des généralités. Donc ça va être des choses qui vont être utiles à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Il n'y a pas une seule technique qui va être bénéfique pour tout le monde. On est tous différents et ça c'est important de le garder en tête. Donc c'est parfois difficile de savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Et en ce qui concerne la digestion, on entend quand même beaucoup de choses et donc c'est pas forcément évident de savoir est-ce qu'il faut par exemple arrêter les FODMAP. Moi je me suis longtemps posé la question, c'est vraiment les FODMAP, ça a été la première porte que j'ai ouverte sur la compréhension de mes troubles digestifs et vraiment j'en suis pleine de gratitude parce que c'est vraiment ce qui m'a permis déjà d'envisager qu'il existait une solution, de comprendre un petit peu, de découvrir ce qu'était le syndrome de l'intestin irritable, et puis ensuite, par mes autres formations, j'ai vraiment compris tout ce qui se jouait derrière, et que aussi, comme je vous le dis souvent, le syndrome de l'intestin irritable finalement n'existe pas vraiment, c'est plus un peu une appellation sous laquelle on va mettre beaucoup de choses, mais il faut bien sûr aller creuser un petit peu plus loin et pas juste se dire « Ah j'ai un syndrome de l'intestin irritable, c'est pas de chance, j'y peux rien ». Non,
non, c'est là où justement ça devient problématique, parce qu'il y a toujours des solutions. On peut pas forcément arriver à un état absolument optimal, 100%, une digestion absolument parfaite. D'ailleurs, ça n'existe chez personne, absolument personne. Mais on peut quand même faire énormément de choses. Donc voilà, ça c'est quand même un point aussi important. Donc est-ce qu'il faut arrêter les FODMAP? Est-ce qu'il faut arrêter le gluten, les produits laitiers, les fruits en fin de repas? Ça c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup et que moi j'ai beaucoup entendu et j'ai aussi pu relayer l'info quand je me suis formée en naturopathie. Donc c'est aussi important d'aller un peu creuser derrière, de comprendre aussi un peu, je dirais, le vrai du faux, mais aussi surtout, est-ce que nous, ça nous correspond? Est-ce que c'est vraiment bénéfique pour nous? Il y a des choses pour lesquelles on va se dire, oui, ça vraiment c'est bénéfique, mais il faut aussi tester par soi-même. Il y a des choses pour lesquelles on va se dire, ça sert à rien que je me prenne la tête dessus, parce que ça va être trop d'énergie pour trop peu de résultats, ou voire ça va être contre-productif. Donc tout ça c'est aussi important de réussir un peu à s'y retrouver. Moi c'est vraiment ce qui m'a aidé aussi. Pendant très longtemps j'ai suivi un peu des espèces de tendances, des régimes un peu à la mode, des choses parce que je cherchais des solutions, donc j'étais prête un peu à tout tester, sauf que parfois je me suis fait plus de mal que de bien, parce que j'ai voulu m'acharner sur une voie en me disant mais si, j'ai vu ça sur internet, donc ça veut dire que c'est bien et c'est ce qu'il faut pour moi. Ça avait l'air d'être la solution miracle, pour me rendre compte que finalement c'était pas du tout ce qui me correspondait, en tout cas à ce moment de vie où j'étais, parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent aussi évoluer au fur et à mesure de la vie bien sûr. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à réussir à pas juste prendre une information comme ça, à me dire ok j'ai vu qu'il fallait absolument arrêter de manger tel truc, donc je fais ça. Encore une fois, pour moi la clé c'est de comprendre derrière, de comprendre pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on fait ensuite, et puis de tester aussi sur soi-même et de pas s'acharner si ça nous correspond pas, parce que voilà, à partir du moment où on comprend un peu comment ça fonctionne, ce qui marche pour nous, ça nous permet aussi d'éviter de faire trop d'erreurs qui vont nous faire plus de mal que de bien. C'est aussi important de comprendre quels sont les aliments réellement perturbateurs de la digestion, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, l'alimentation, elle va bien sûr jouer quand même sur la digestion, même si encore une fois, il n'y a pas que elle. Donc qu'est-ce qui vraiment peut faire du mal à la digestion? Et ça, quasiment chez tout le monde. Je pense notamment à certains additifs, à certains... voilà, il y a des choses quand même qui sont à savoir, parce que ils ont peut-être l'air inoffensifs, mais finalement, pour le coup, eux, ils peuvent vraiment faire de gros dégâts, et chez quasiment tout le monde. Donc ceux-là, au moins, si on les identifie, ça permet pour le coup de les éviter au maximum, voire complètement, et donc d'éviter de se trimballer encore des petits symptômes en se disant « mais je comprends pas pourquoi, là j'ai encore des symptômes », et en fait, parfois, il suffit de regarder tout simplement dans un aliment qu'on a l'habitude de consommer parce qu'on l'aime bien, et finalement si on regarde vraiment dedans, on se rend compte qu'il y a tel additif par exemple qui en fait nous fait plus de mal que de bien, et que c'est peut-être lui le responsable de nos derniers symptômes dont on n'arrive pas à se débarrasser par exemple. Ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est de revenir un petit peu à quelles sont les bases d'une alimentation digeste. Donc c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui potentiellement peut être bon pour moi et qui sera bien sûr à adapter selon ma situation, mais finalement c'est quoi vraiment les bases en fait? Quelles sont les bases d'une alimentation qui sera facile à digérer et qui potentiellement me fera aussi du bien? Des fois, encore une fois, on est un peu perdu avec tout ce qu'on trouve, et il y a un moment où moi-même, et j'ai eu beaucoup de clients en consultation qui me disaient mais je ne sais plus quoi manger en fait, parce que j'entends tout et son contraire, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi manger. C'est important aussi parfois de revenir à des choses de base en fait, se dire ça. En tout cas, comment on compose une assiette, bien sûr, et un peu dans le choix des aliments, même si encore une fois, ça, ce sera individualisé, mais à la base, qu'est-ce qui potentiellement est une alimentation digeste? Donc ça, c'est important. Et puis aussi, je vous parlais un petit peu dans le point précédent du microbiote, c'est aussi important de savoir comment chouchouter son microbiote par l'alimentation. Parce que c'est pareil, le microbiote, il n'y a pas que l'alimentation qui va l'influencer, mais c'est quand même un facteur majeur d'influence du microbiote, l'alimentation. Donc c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui lui fait du mal à ce microbiote, qui serait bien du coup de l'éliminer ou le limiter, et qu'est-ce qui lui fait du bien, et donc on peut privilégier au quotidien, puisque c'est vraiment un travail quotidien de prendre soin de son microbiote. C'est pas juste une fois par semaine de dire « Ah tiens, là je vais manger ça parce que ça va faire du bien à mon microbiote ». Le microbiote c'est quand même quelque chose qui fait partie de nous, qui est à notre service, j'ai presque envie de dire, donc c'est important aussi de lui rendre ce dont il a besoin et de prendre soin de lui, mais du coup c'est important de savoir comment. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup
beaucoup aidé aussi de pas toujours me reposer sur des probiotiques par exemple, parce qu'on se dit si je veux prendre soin de mon microbiote, j'ai qu'à prendre un bon probiotique et puis ça va faire le job, alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien qui vont faire du bien à notre microbiote, donc nous faire du bien à nous, faire du bien à notre digestion et donc à notre santé au global. Donc ça c'est aussi une grosse source de motivation pour se dire voilà, au moins tous les jours je sais que je peux faire quelque chose pour mon petit microbiote et donc en retour il va me le rendre pareil de manière positive. Donc ça c'est quand même aussi plutôt chouette et encore une fois ça permet de redevenir un peu acteur de sa santé et de se dire qu'au quotidien il y a des petites choses toutes simples qu'on peut faire et qui peuvent nous faire du bien sur le court terme et sur le long terme. Et ça on aime bien. Ensuite, le 4e point dont je vous ai parlé, qui m'a vraiment aidé aussi à trouver des solutions, c'est au niveau des symptômes. Vraiment de rentrer dans le détail et de comprendre pourquoi j'avais tel ou tel symptôme et surtout ce qui pouvait un peu se cacher derrière. C'est-à-dire, comme je vous l'exposais un petit peu dans l'épisode 112, qui s'appelle « La signification derrière tes ballonnements », si vous l'avez écouté, vous savez déjà un peu la multitude de questions que l'on peut poser quand une personne dit j'ai des ballonnements. Si vous l'avez pas écouté, globalement, ce que je vous explique dans cet épisode, c'est que déjà pour chaque symptôme, il faut effectivement se poser plein de questions pour savoir ce qui se cache derrière, pour en trouver la cause aussi, et donc pour pouvoir envisager les solutions adaptées. Donc pour un symptôme assez banal, je dirais banal dans le sens qui se retrouve chez beaucoup de personnes, comme les ballonnements, eh bien moi aujourd'hui j'ai une vingtaine, voire une trentaine de questions à poser ou à se poser pour évaluer un petit peu quel type de ballonnement on a, quelle peut en être la cause, et donc quelle peut en être la solution. Déjà rien que ça c'est énorme, parce qu'on peut pas juste dire j'ai des ballonnements, ok, bon prenez un anti-ballonnement, un antispasmodique ou voilà. Non, là derrière on peut vraiment se dire ok, c'est quel type de ballonnement, c'est à quel moment, est-ce qu'il y a tel symptôme associé ou pas, etc. On peut vraiment mener une enquête pour ensuite pouvoir un petit peu définir des pistes de causes déjà. Donc potentiellement ça peut être la cause des ballonnements, parce qu'il peut y en avoir beaucoup, des causes de ballonnement, vraiment beaucoup. Et donc en fonction de trouver la solution qui sera la plus adaptée. Et ça c'est valable pour tous les symptômes. Je parle de ballonnement, mais c'est aussi valable pour les douleurs. Il y a aussi différents types de douleurs qui n'indiquent pas forcément la même chose, qui bien sûr on n'envisage pas là du tout la même prise en charge. Il peut y avoir aussi dans les symptômes tout ce qui est lourdeur digestive. Vous savez, quand vous avez l'impression d'avoir une brique dans l'estomac, que vous mettez des heures à digérer, il peut y avoir aussi des brûlures d'estomac. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Un peu, vous savez, des reflux acides ou des brûlures d'estomac. Bien sûr, il y a aussi les troubles du transit, que ce soit diarrhée, constipation, alternance des deux, etc. Là aussi, il y a plein de questions à se poser pour se dire, ok, voilà, pour rentrer vraiment plus dans le détail, pour comprendre un petit peu potentiellement d'où ça vient. Déjà, rien que par le questionnement, on peut avoir énormément de réponses et donc trouver un peu la cause et donc la solution. Donc ça c'est quand même, voilà, c'est vraiment mener une enquête, quoi. C'est vraiment, moi je trouve que quand on a des troubles digestifs, moi je le faisais en consultation avec les clients que j'avais, mais c'est aussi quelque chose que j'ai fait sur moi en fait, en me formant, en me disant ok là j'ai tel symptôme, du coup il s'est déclenché suite à ça, et peut-être du coup ça, et là je sens qu'il y a ça qui est associé, du coup hop, ça peut être telle piste, et vraiment j'ai une liste de questions mais qui est longue comme le bras, pour essayer de comprendre justement un petit peu ce qu'il y a derrière. Et puis au niveau des symptômes, il peut y avoir aussi tout ce qui est symptômes extra-digestifs, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément présents dans le système digestif, mais qui sont reliés au système digestif. Je pense par exemple à tout ce qui va être maux de tête, problèmes cutanés, fatigue, brouillard mental, voilà. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui sont où on n'a pas forcément de symptômes dans le système digestif, mais finalement tout est relié au système digestif, et c'est parce qu'il y a une dysfonction du système digestif qu'on peut avoir ces symptômes-là. Et ça, c'est pareil au niveau des symptômes extra-digestifs. Quand on les identifie et qu'on questionne vraiment pour se dire « Ok, ça arrive à tel moment, de telle façon, etc. » sous telle forme, eh bien ça donne aussi beaucoup d'indications sur l'état du système digestif. Et ça, c'est quand même précieux parce que rien qu'avec un questionnement, on peut déjà faire des merveilles. Et enfin, le dernier point, moi, qui a été un peu la cerise sur le gâteau pour vraiment trouver des solutions et y voir plus clair, ça a été de faire des analyses, ce qu'on appelle des analyses fonctionnelles. Donc ce ne sont pas des analyses médicales, c'est des choses qui ne sont pas prescrites par le médecin et qui malheureusement ne sont pas remboursées par la sécurité sociale ni par la mutuelle la plupart du temps.
mais qui permettent vraiment d'avoir des réponses concrètes sur l'état de fonctionnement du système digestif. Parce qu'effectivement, comme je vous disais, avec rien qu'un questionnement, on peut déjà avoir énormément de réponses, et ça c'est génial, mais c'est vrai que parfois pour avoir encore plus de réponses, il faut avoir des vraies données, des choses qui nous indiquent concrètement, ok là il se passe ça dans le système digestif, il y a ça potentiellement qui dysfonctionne. On peut souvent s'en passer, on peut faire plein de choses sans ça, et heureusement, parce que c'est quand même des analyses qui souvent ont quand même un coût, qui parfois sont pas super agréables à faire, parce que parfois il faut recueillir ses selles, son urine, faire des prélèvements sanguins, etc. Mais c'est quand même une grande aide, et quand on peut en bénéficier, ça permet quand même d'avoir des réponses qui sont précieuses. Mais encore faut-il savoir quelles analyses faire, où les faire, et surtout comment les interpréter, et que faire par rapport aux résultats. Donc moi ça a été pareil, une nouvelle porte ouverte sur Disneyland quand j'ai découvert ce qu'étaient les analyses fonctionnelles, et que j'ai découvert un petit peu tout ce qu'on pouvait tester, et puis surtout que j'ai appris à les interpréter, parce que ça c'est quand même aussi un point important, parce que faire des analyses pour faire des analyses, si on ne sait pas du tout comment les interpréter, c'est tout à fait inutile, et on va juste dépenser son argent pour rien. Mais c'est vrai qu'en termes d'analyse, il y en a quand même beaucoup. Je pense par exemple à l'analyse de microbiote, qui aujourd'hui est quand même assez connue, on va dire, dans le milieu de la micronutrition et de la médecine fonctionnelle, on va dire. Tout ce qui va être aussi l'analyse des AGCC, donc les acides gras à courte chaîne, dont je vous parlais déjà dans certains épisodes précédents. L'analyse des polymorphismes, notamment le FUT2 dont je vous parlais, où celui-ci, moi, il m'a clairement changé la vie. On peut aussi faire des analyses pour évaluer l'état d'hyperperméabilité intestinale, donc savoir si notre intestin laisse passer des choses qu'il ne devrait pas. On peut aussi faire des analyses pour évaluer si on est en présence d'une candidose digestive. On peut analyser aussi des intolérances alimentaires, etc. Bref, il y a pas mal de choses qu'on peut analyser, mais il faut savoir aussi quoi faire, parce que c'est pareil, sinon on peut avoir un peu envie de se dire « Oh je vais faire tout plein d'analyses, c'est super », sauf que déjà, honnêtement, le budget monte très très vite, c'est des analyses qui coûtent quand même assez cher, et qu'il faut financer soi-même, parce qu'encore une fois, c'est pas du tout remboursé par la sécurité sociale, ce sont pas des analyses médicales, et d'ailleurs je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui sont plutôt sceptiques, voire complètement opposés à ce genre d'analyse, ce que je peux entendre dans le sens où effectivement ces analyses-là n'ont pas de protocole médical. C'est pas comme on fait une analyse médicale pour voir s'il y a présence de telle maladie. Si la réponse est oui, on a un traitement à donner en face. Là, c'est des analyses fonctionnelles. Donc on va analyser le fonctionnement effectivement du corps humain, et là en l'occurrence du système digestif. Donc pour les médecins, c'est pas forcément intéressant parce que c'est pas réglementé, et malheureusement c'est vrai que dans les laboratoires qui pratiquent ces analyses, il peut y avoir aussi pas mal de, je dirais pas des arnaques parce qu'on n'est pas à ce niveau-là, mais bon, des analyses qui sont pas tout à fait très fiables ou très détaillées. Heureusement, il y a quand même beaucoup de labos qui font les choses très bien et qui font ça depuis très longtemps maintenant et qui sont quand même assez connus et reconnus. Mais voilà, il faut savoir qu'effectivement, si vous en parlez à votre médecin, il se peut qu'il vous rie au nez ou qu'il soit carrément opposé à ça et qu'il vous dise « mais ne faites pas ça, n'allez pas gaspiller votre argent ». Et loin de moi l'idée de mettre tous les médecins dans le même panier, heureusement il y a beaucoup de médecins qui sont ouverts à ça, mais c'est naturel en fait, c'est qu'ils sont pas formés à ça dans leur formation d'études de médecine, et encore une fois il n'y a pas un procédé médical derrière, donc en tant que médecin c'est compliqué pour eux de recommander des choses qui effectivement ne sont pas, n'ont pas un protocole médical, qui sont pas validées, j'allais dire scientifiquement, si elles le sont, mais voilà, je sais pas trop comment vous le dire, mais je pense que vous comprenez, et surtout ils n'ont pas de traitement à proposer en face. Donc forcément au niveau médical c'est un peu plus compliqué. Mais d'un point de vue fonctionnel, ces analyses elles peuvent être hyper intéressantes parce qu'elles peuvent vraiment nous donner un reflet concret de ce qui se passe à l'intérieur, et donc de savoir sur quoi on va agir. Est-ce qu'effectivement il y a une hyperperméabilité intestinale, donc il va falloir s'occuper de ça? Est-ce que le microbiote est complètement déséquilibré? Est-ce qu'il n'y a pas assez de production d'acides gras à courte chaîne? Est-ce qu'il y a des polymorphismes, etc. Enfin on peut voir vraiment plein de choses, mais encore faut-il savoir quelles analyses faire et comment les interpréter, et puis surtout que faire par rapport aux résultats. Voilà un petit peu pour mes 5 points principaux qui sont un peu les 5 piliers qui moi m'ont vraiment aidé à comprendre pourquoi j'avais des troubles digestifs et trouver enfin des solutions concrètes, et surtout encore une fois reprendre le pouvoir, reprendre mon pouvoir d'action sur ma santé digestive et ma santé au global. Et donc comme je vous le disais au début de cet épisode, c'est effectivement tous ces 5 points et tout ce qui fait leur contenu, tout ce que je vous ai détaillé dedans, c'est vraiment tout ce que j'ai mis dans la formation digestive
digestion facile, qui est une formation qui est accessible vraiment à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études scientifiques, il n'y a pas du tout besoin d'être professionnel de santé ou formé à la santé. Je l'ai vraiment pensé, encore une fois, comme je vous disais, pour ma meilleure amie qui viendrait me voir demain et me demanderait des solutions, en tout cas des clés de compréhension, et voilà, me demanderait de l'aide. Et bien je l'ai vraiment pensé comme ça, donc elle est très accessible tout en étant très concrète, et voilà, on n'est pas dans le monde non plus des bisounours avec des concepts un peu flous, on rentre vraiment quand même dans le concret et dans le vif du sujet. Et donc cette formation, si elle vous intéresse, si tout ce que je vous ai évoqué dans cet épisode résonne pour vous et vous vous dites mais moi aussi c'est exactement ça, je sens dont j'ai besoin et moi aussi je veux enfin trouver des solutions à mes troubles digestifs, et bien sachez qu'elle est disponible jusqu'à dimanche, donc jusqu'au dimanche 16 juin à tarif de lancement, puisqu'elle est toute nouvelle cette formation. Je viens de la créer, donc il y a déjà près d'une vingtaine de personnes qui ont rejoint la formation au tout début de sa création, et là j'ouvre officiellement les portes, donc elle est disponible dès maintenant, elle est tout le temps disponible, mais si vous la rejoignez jusqu'à dimanche, vous bénéficiez effectivement de ce tarif de lancement qui est un tarif préférentiel pour fêter un petit peu son ouverture, et puis pour remercier aussi les personnes qui passeront à l'action et voilà, qui décideront de franchir le pas jusqu'au dimanche 16 juin. Donc pour revoir tout le détail de cette formation, je vous remets le lien en description de cet épisode, et puis n'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur la formation, sur les points que je viens d'évoquer, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours sur les épisodes et puis aussi de répondre à vos questions. Vraiment n'hésitez pas, c'est vraiment un grand plaisir d'échanger avec vous et de vous aider si j'en suis capable sur ces sujets-là. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez bien soin de vous et prenez soin de votre digestion.